1. Ben, bonjour mes amis. Oui, c'est moi, c'est Paul Régimbal qui, en lieu et place des conférences régulières, comme je vous le disais, je vais essayer de vous présenter à toutes les semaines une mini-capsule, tu sais, 15-20 minutes, tournant autour du sujet. De la semaine où on aurait été rendu si on avait été en conférence régulière. Bien entendu, une capsule de 15-20 minutes, ça ne remplace pas la conférence. Donc, quand on pourra recommencer, parce qu'il va y avoir une fin à ça, là, quand on pourra recommencer, on va repartir d'où on était. On va réaborder les mêmes thèmes dans le fond qu'on va voir là, au travers ces petites vidéos-là. Juste avant de commencer, je vais juste vous demander d'être prudent, d'agir avec intelligence, de respecter les consignes tant que peut se faire. Parce que tu sais, plus vite ça va être fini, plus vite on va pouvoir reprendre une vie, je dirais pas normale parce que ça ne sera plus jamais comme avant, là, mais plus vite on va pouvoir reprendre une vie, se revoir et sociabiliser, et faire des choses ensemble. Donc, je vais vous demander d'être prudent et de collaborer. Nous autres, ensemble, avant que cette crise-là arrive, nous étions rendus à la 14e semaine. Ça aurait été la 14e conférence ce soir, si on avait été là, sur les grandes blessures, les conséquences des grandes blessures sur notre vie. Et ce soir, nous allions parler d'éducation. D'éducation abusive. Nous allions parler de quoi? Je voulais qu'on parle de... Tu sais, c'est pas donné à tout le monde les qualités parentales, hein? C'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas de qualité parentale et qui se retrouvent avec des enfants. Ils vont réagir de façon étrange. Plusieurs d'entre eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont refuser de voir leur enfant comme un enfant. Ils vont en faire un ami. Ou dans d'autres cas plus tordus, ils vont en faire un rival. Ils vont en faire un partenaire. Mon enfant, c'est pas mon ami. Ben oui, j'ai des relations amicales avec. Mais mon enfant, c'est pas mon ami, c'est mon enfant. J'ai un devoir de parent. Je ne peux pas prendre mon enfant et dire, voici, tu es mon ami et j'agis avec toi comme un de mes amis. Très souvent, dans des cas comme ça, ce qui va arriver, c'est tordu, c'est que l'enfant va être le meilleur ami du parent, qui lui ne sera pas le meilleur ami de l'enfant. Donc, il y a une fraude dans ça. Il y a quelque chose de faux dans ça. Il y a d'autres mondes, eux autres, comment ils vont réagir? Ils vont remettre leurs responsabilités entre les mains des autres, puis ils vont s'arranger pour que ce soit les autres qui parentent leur enfant. Donc, on n'est pas mieux, on se retrouve dans l'abandon, dans le délaissement. Dans le premier cas, c'est une fraude, puis là, c'est l'abandon puis le délaissement. Il y en a d'autres qui vont utiliser des leviers tellement destructeurs. Chez nous, il y avait un levier à l'éducation qui s'appelait la peur. Quand tu n'as pas de qualité parentale et que tu veux te faire obéir, puis que tu penses que ton rôle comme parent, c'est d'être obéi et non pas d'élever ton enfant, pour te faire obéir, c'est pas compliqué. Tu vas utiliser la menace et la peur, la violence. C'est beaucoup comme ça chez nous. Il y avait la peur directe. Exemple, la peur qu'on avait de notre père, qui était c'était un gars violent, c'était un homme fort, c'est quelqu'un qui criait fort, c'est quelqu'un qui avait zéro de qualité parentale, c'est quelqu'un qui n'avait pas de relation personnelle avec ses enfants, mais c'est quelqu'un qui sonnait la récréation, puis pour plaire à sa femme, de façon à être dans les bonnes grâces de sa femme, distribuait les claques, les taloches, les coups de pied, les coups de pied, et menaçait, il faisait peur. Moi, je me rappelle dans le bout,
des religieuses, ils disaient « Sont-tu bien élevés, les petits-enfants à Jungbert? » Tabarnak, on n'était pas bien élevés, on avait assez peur, on était terrorisés, si boire. T'as pas bien élevé, on n'osait pas bouger, on respirait sans bouger, calice. Utiliser la peur comme moyen, comme levier d'éducation, ça comporte certains avantages pour des gens qui n'ont pas de qualité parentale. Puis après ça, il y avait ma mère. Ma mère, elle, c'était surtout la peur dans le sens psychologique. N'oubliez pas que votre mère est malade, puis que votre mère, elle peut mourir, puis attendez de ne plus la voir. Attendez qu'elle soit morte. Vous allez voir c'est quoi. Ça aussi, c'est une menace. Attendez que je meure. Avec ça, le parent peut obtenir à peu près n'importe quoi. Autant avec mon père qu'avec ma mère. Et où la sécurité affective? Fuck all, il n'a pas. D'un certain côté, on aimerait bien ça que lui parte. On est bien content quand il n'est pas là, parce qu'il n'est pas là souvent. Mais quand il est là, ça paraît. On est bien content quand il n'est pas là, mais il ne faut pas qu'il s'en aille pour toujours, parce que c'est lui qui amène le manger sur la table. Ça, il dit très souvent, c'est moi qui vous amène à manger sur la table. Donc, s'il n'est pas là, on n'a plus de manger, on n'a plus de maison. Si on n'a plus de manger, on n'a plus de maison, on perd notre mère. Tout marche sur la menace. Et bien entendu, dans un système d'éducation comme ça, ben, l'enfant ou les enfants, ben, c'est eux qui deviennent responsables de ce qui va leur arriver. Ça dépend d'eux autres. Donc, d'un bord, il y a la menace des coups, des punitions, de la violence. Et d'autre part, il y a la menace très violente que nous pourrions faire mourir notre mère, et quand elle sera morte, nous allons payer les conséquences, nous allons payer le prix. Ça va être quoi la conséquence de ça sur un petit enfant? Ben, au départ, là, il n'y a plus de spontanéité. Moi, j'étais un petit enfant qui a beaucoup, beaucoup d'imaginaire et tout ça. Moi, j'ai de la spontanéité dans la ruelle, quand j'étais avec mes chums. Là, j'ai de la spontanéité. Mais chez nous, à l'école, moi, je respire à moitié. J'étais un petit garçon qui calcule tout, le moindre de ses gestes. Tout pourrait être dangereux. Vivre chez nous, c'est comme vivre, c'est comme traverser un champ de mine. On apprend à obéir, faute de quoi? Il y a quelques années de ça, je me faisais régulièrement des t-shirts blancs, tu sais, puis j'imprimais des choses dessus. Tu achetais ça chez Bureau en gros, tu imprimais ce que tu voulais, il y avait un logiciel. Puis moi, je m'en étais imprimé quelques-uns qui avaient juste un mot dessus. C'était désobéissance. Désobéissance, pour moi, c'était le nirvana. C'était contrer l'éducation malsaine de la maison chez nous. Moi, je n'ai pas envie que mon enfant m'obéisse. J'ai envie que mon enfant soit d'accord. J'ai envie que mon enfant comprenne. J'ai envie que mon enfant s'exécute en sachant très bien qu'il va faire exprès pour passer à côté à un moment donné. Et je sais très, très bien que ça fait partie de la vie, ça. Tu comprends? Chez nous, avec ce mode d'éducation par la peur, toute liberté est interdite. Il n'y en a plus de liberté. Tu as le droit, mais tu vas payer pour. Mes parents marchent de même, même entre eux. C'est un modus operandi, c'est une façon d'être, c'est une façon de faire. Donc, chez nous, ça va faire quoi, ça? Ben, ça va, au départ, tuer toute spontanéité, bien raide.
Deuxièmement, m'apprendre à me taire. Fais attention à ce que tu dis, parce que ça aussi, c'est menaçant. Troisièmement, moi, tout le temps me vivre dans le doute. Jamais dans la certitude. Toujours dans le doute. Jamais certain des sentiments, des positions des autres. Énormément de difficultés à juste être relax. Beaucoup de difficultés d'être capable de faire confiance en relation avec les autres, quelle que soit cette relation-là. M'agrandir comme ça. Moi, je n'apprends pas à aller vers mes besoins. Moi, j'apprends à obéir. J'apprends à avoir peur. Ça va faire quoi dans la vie, ça? Je vais devenir un toxicomane aux émotions fortes, moi. Moi, si la peur n'est pas là, si la menace n'est pas là, si le danger n'est pas là, je ne bouge pas. Ça va être ainsi dans mes relations affectives, ça va être ainsi dans un paquet de domaines de ma vie. Je suis un gars qui a toujours gagné correctement sa vie, à part une période où c'était très difficile, là. Mais de façon générale, j'ai gagné correctement ma vie. Moi, je recevais un compte. Paye pas ça, un compte, moi. Je le mets sur le frigidaire, là. Je reçois un deuxième compte, je le mets sur le frigidaire. Je reçois un avis, je le mets sur le frigidaire. Je reçois le deuxième avis, là, on me dit, on va vous couper. Ah! Là, on va me couper. Je m'en vais à la banque, je prends toute la cash, puis je m'en vais payer. Pas l'argent qui manque, c'est la motivation. La seule motivation qu'il y avait chez nous, c'était la menace. J'ai grandi comme ça, moi. Moi, je vais être en relation affective, moi. Pas trop avec ça. Moi, je vais te déplaire, je vais te déplaire, je vais te déplaire jusqu'à temps que tu me menaces de rompre. Ou jusqu'à temps que tu menaces de conséquences graves. Là, j'amende, je corrige. Je suis pareil au travail et j'étais pareil dans tous les domaines de ma vie. S'il n'y a pas d'émotion vive, s'il n'y a pas de peur, je bouge pas. Je n'ai pas appris à fonctionner à partir des besoins, moi, à partir des élans, à partir des envies, à partir d'un projet. Pas appris ça. Moi, j'ai appris à grouiller à partir, on va te coller une plaque à l'arrière de la tête, mon sacrement, si tu bouges pas. Ça, je connais ça. Ça, c'est le langage que je vais m'imposer pendant des années et dans tous les domaines de ma vie. Ce que je suis en train de te dire, c'est que si je n'ai pas d'émotion vive, je n'ai pas l'impression d'être vivant. Fait que moi, je vais m'en créer des émotions vives. Si tu n'as pas assez de problèmes dans ta vie, puis tu ne sais pas comment te mettre dans la merde, ben appelle-moi. Moi, je suis un spécialiste dans l'art de se mettre dans la merde. Même quand il n'y en a pas, moi, t'en faire de la merde. Moi, je suis très bon là-dedans, parce que j'ai été élevé dans ça. Mon père, là, c'était un subtil, tu comprends? Des fois, ma maman, elle s'était plaint à mon père, le pitbull. Puis là, il s'en venait, là, puis il venait me voir. Puis là, il disait, attends tout à l'heure, m'en venir te voir. Il ne battait pas tout de suite. Si au moins il m'avait battu tout de suite. Non, il fallait qu'il fasse grimper la peur morbide. Puis là, à un moment donné, il ouvrait la porte, et là, ça y était. Se servir de la peur comme levier d'éducation, c'est faire en sorte de polluer la psyché d'un enfant pour l'éternité, sacrément. C'est tellement vrai, là, que quand j'ai commencé à dépolluer de ça, quand j'ai commencé à travailler en moi, sur moi, le fait d'être calme, d'être posé, c'était presque dépressif pour moi. Je n'étais pas habitué à ça. C'était vide, c'était plate. J'étais un enfant qui était intoxiqué à la peur. Je suis quelqu'un qui est réfractaire à toute forme d'autorité. Ça va ensemble. Puis je suis quelqu'un qui ne marche que sur les émotions fortes. M'a grandi comme ça. Donc, si je suis en relation affective, si je ne suis pas en relation affective et que je rencontre quelqu'un que j'intéresse et que je vois que cette personne-là, je l'intéresse véritablement, ça n'a pas d'attrait pour moi, ça. Ben non, il n'y a pas de menace, il n'y a pas de peur là-dedans, pas le fun, ça.
Mais si je rencontre quelqu'un, par exemple, qui me résiste, quelqu'un que je veux aimer, mais qui me ridiculise, qui me fait du mal, ah ben, tabarnak, ça, j'aime ça, parce que ça ressemble au modèle chez nous. Chez nous, chaque goutte d'amour que tu recevais était gagnée, puis il fallait que tu aies eu peur de le perdre, puis il fallait que tu sois très, très, très conscient que tu vas le perdre. Donc, c'était l'éducation par la peur. C'était pas la seule maltraitance, mais c'en était une. Là, tu vas me dire, oui, mais c'était le même à l'époque. Je vais reconnaître qu'à mon époque, dans les années 50, c'était plus fréquent. Mais il n'y avait pas juste ça. Puis moi, je vais te dire ici, j'ai eu du monde dans le temps que je pratiquais, là, en thérapie, qui est né des années 70, 80 et 90. T'as pas né en 1950, eux autres, là? Puis ils vivaient la même maudite affaire que moi, par la peur, par la menace. Vois-tu, j'étais un petit enfant qui a été conditionné à ne pas réfléchir, à obéir. J'ai été conditionné à ne pas être récompensé, à être puni. Tout marchait par la négative et tout marchait par la peur dans cette maison-là. Tu sais, tantôt, je te disais, ma mère, c'est une femme, c'était effectivement une femme malade, une femme fragile. Mais c'est quelqu'un qui ne nous faisait fonctionner que par la peur, elle aussi. Ma mère, c'était une phobique. En plus d'être une femme malade, physiquement, c'était une femme phobique. C'est une femme qui avait peur de tout et qui nous enseignait à avoir peur de tout et à nous méfier de tout. Moi, j'étais un petit garçon là-dedans. Puis j'étais un petit garçon qui va comprendre très vite que la peur la plus dangereuse, le plus grand danger, c'est que les gens se rendent compte que tu as peur. Donc, dans mon cas, moi, la camoufler, cette peur-là, moi, elle n'est pas apparente aux yeux des autres. Parce que si ça paraît trop que j'ai peur, ça devient menaçant. Cette peur-là n'est pas apparente. Elle est là. Je suis un petit gars qui a tout le temps peur. Je suis un adolescent qui est tout le temps sous la peur. Puis je suis un jeune adulte et un adulte qui ne vit qu'avec la peur. Même si en apparence, il semblerait que je suis quelqu'un qui n'a pas peur de grand-chose. L'éducation par la peur, ce que ça va avoir pour résultat, c'est devenir, d'une part, tuer toute spontanéité. Deuxième part, deuxièmement, m'intoxiquer aux émotions vives, m'intoxiquer aux émotions négatives, la peur, la culpabilité, la honte, la méfiance. Tout le temps, tout le temps, tout le temps vivre là-dessus. Ça fait de moi, et ça je vais le réaliser dans la quarantaine, quelqu'un qui prend jamais de décision en fonction de ses besoins. Je prends toujours des décisions en fonction de ce que je veux éviter, de ce que j'ai peur. Puis après ça, je me demande pourquoi ma vie est vide. Mais j'ose rien. On m'a pas appris à oser, on m'a appris à me retenir. Vois-tu, on parle, nous autres, depuis 14 semaines, de maltraitance, de grandes blessures, des conséquences sur la vie aux grandes blessures. Puis je disais aux gens qu'au fil des semaines, on va aller vers le traitement, parce que c'est ça qu'on va faire. Mais avant d'aller vers le traitement, moi je pense qu'il est important de bien voir, de bien comprendre la problématique. Tu sais, quand tu expliques à quelqu'un qui a un traitement, mais qu'elle ne comprend pas la nature exacte de sa maladie ou de son désordre, bien, cette personne-là collabore plus ou moins à son traitement, puis on a les résultats qu'on connaît. Regarde, pour une première petite capsule, là, ça va être suffisant. C'est assez. Puis une par semaine. M'en mettre une par semaine.
Je vais essayer de mettre des petits travaux aussi avec ça. On va regarder comment je peux faire ça. Puis on va continuer comme ça tant pas aussi longtemps que la crise sanitaire va continuer. Puis, comme je disais tantôt, quand on va se revoir en salle, bien, à ce moment-là, ce que je vais faire, je vais reprendre tous ces thèmes-là, mais vraiment la conférence. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée. C'était une première, puis je vous en mets un autre dimanche.